Bonsoir François, bonsoir à tous. Le fait marquant du jour, c'est ce coup de filet sur des personnes qui préparaient un attentat contre le rassemblement des Moudjahidines d'Iran samedi à Villepinte près de Paris. À l'origine, un couple de Belges. Nous sommes à Bruxelles dès le début de ce journal. L'inspection devra déterminer si oui ou non il y a eu une complicité à l'intérieur de la prison après l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd. Le directeur de l'établissement avait demandé en vain le transfèrement de son détenu considéré comme dangereux. La collaboration militaire se poursuit entre la France et le Mali. Emmanuel Macron en dialogue avec le G5 Sahel aujourd'hui. La Corse, chacun campe sur ses positions. Seul le statut fiscal et social a été acté avec Matignon. Et puis les 90 ans de Lynn Renaud, bon pied bon oeil. La chanteuse se souvient même lorsqu'elle commentait les matchs de boxe pour Europe 1. La météo de Christine Peña, demain encore des orages et beaucoup de chaleur. Également à suivre la bourse avec Claire Lemaître et les unes du lendemain. C'est donc un attentat qui a été déjoué samedi à Villepinte, près de Paris. 3 personnes arrêtées en France, dont 2 relâchées depuis. 2 en Belgique, 1 en Allemagne. Au commencement, ce couple de Belges d'origine iranienne qui voulait donc s'en prendre à d'autres Iraniens. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles. Ce couple a été interpellé au moment où ils s'apprêtaient à prendre la route avec leur voiture chargée d'explosifs. Oui, l'arrestation a eu lieu samedi dans un quartier résidentiel de l'Est de Bruxelles. Le couple de trentenaires était déjà à bord de leur Mercedes quand les unités spéciales de la police belge sont intervenues. Dans la voiture, les policiers ont découvert un système de mise à feu et 500 grammes de TATP, l'explosif des kamikazes du 13 novembre. L'homme et son épouse ont été inculpés pour tentative d'attentat terroriste. Selon le parquet fédéral belge, ils avaient planifié leur attaque pour dimanche. Ils ciblaient le rassemblement annuel des Moudjahidines du peuple, un parti hostile au régime iranien interdit depuis 1981. Hier, plus de 25 000 personnes ont participé à cette réunion au parc des expositions de Villepinte. Parmi les invités, il y avait aussi des personnalités américaines proches du président Trump, comme l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani. Les services de renseignement belges, français et allemands ont collaboré en amont lors de l'enquête. Ce week-end, 3 personnes ont donc aussi été arrêtées en France et un diplomate iranien a lui été interpellé en Allemagne. Ce soir, les opposants accuse le régime de Téhéran d'avoir orchestré cette tentative d'attentat. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Le terrorisme justement au menu des discussions que tient Emmanuel Macron avec le G5 Sahel. Le président était en Mauritanie. Il rencontrait ses homologues en marge d'un sommet de l'Union africaine alors que 2 attentats se sont produits ces dernières 48 heures au Mali. Maxence Lambrec, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Dans ce contexte tendu, Emmanuel Macron compte relancer la coopération militaire. Oui, coopération indispensable 5 ans après le lancement de l'opération Serval devenue Barkhane. Le Mali et tout le Sahel restent en proie aux djihadistes. À Gao, hier, un terroriste a fait exploser sa voiture. Plusieurs militaires français ont été blessés. Ils sont en cours d'évacuation vers la France. Mais ce sont des civils maliens, des civils africains qui sont tués par le terrorisme et qui sont les premières victimes de ces barbares que nous combattons. Pour les combattre, les 5 pays de la région ont lancé il y a 2 ans le G5 Sahel, une force militaire conjointe qui manque encore de gilets pare-balles, de véhicules et d'armes. Emmanuel Macron vient donc de lancer un appel aux dons devant les chefs d'État africains. Beaucoup reste à faire, les forces françaises demeurent indispensables ici, mais l'Elysée se console en voyant ses 5 partenaires discuter en confiance alors qu'ils se regardaient en chien de faïence il y a à peine 18 mois. Ce soir, le président français va visiter la future école de cette armée. Elle devrait accueillir ses premiers stagiaires cet automne grâce notamment à une subvention européenne. Merci Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1 en direct de Mauritanie. Donald Trump enfonce le clou face à Vladimir Poutine. La Maison-Blanche affirme que les États-Unis ne reconnaissent pas l'annexion de la Crimée par la Russie. Un porte-parole de l'exécutif précise que les sanctions contre Moscou resteront en place jusqu'à ce que la Russie rende la péninsule à l'Ukraine. La sécession avait eu lieu en mars 2014. Mike Pompeo, quant à lui, se rendra de nouveau en Corée du Nord jeudi. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer Kim Jong-un et son équipe. Le frère de Redouane Faïd, placé en garde à vue juste après l'évasion du braqueur, a finalement été remis en liberté. Ce dernier assurant ne pas avoir été au courant du projet d'évasion. En attendant, les questions demeurent. Nicole Belloubet, ce matin sur Europe 1, admettant à demi-mot qu'il y avait peut-être eu une défaillance. L'inspection cherchant quant à elle de savoir s'il y a eu des complicités en interne. En attendant, rappelons que le directeur de cette prison de Réau en Seine-et-Marne avait demandé le transfèrement du prisonnier pour des questions de sécurité. Damien Pellen du syndicat national des directeurs de prison regrette qu'on n'ait pas écouté ce directeur à ce moment-là. Je pense qu'il y a un défaut de prise en compte des réalités du terrain et c'est le cas lorsqu'un directeur d'établissement sollicite un transfert en urgence d'une personne détenue ou un transfert d'une personne détenue parce qu'on sent qu'il y a des problèmes. On met le point
sur des difficultés de gestion et vraisemblablement ça n'a pas été le cas pour Redouane Faïd. En tout cas, le directeur ou la direction de l'établissement n'a pas été entendu. Je ne dirais pas que le transfert de Redouane Faïd aurait annihilé toute velléité d'évasion, toute évasion. Néanmoins, il faut le transférer dans d'autres prisons plus sécurisées, mais faire en sorte qu'il ne reste pas trop longtemps non plus. La gestion d'une détention, la gestion de profils ou de personnes détenues particulièrement signalées est une gestion compliquée. Voilà, donc c'est Damien Pellen du syndicat national des directeurs de prison avec Chloé Triomphe. En Allemagne, accord entre Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, a accepté un compromis mais refuse de démissionner. La coalition est tombée d'accord sur des mesures pour réduire l'immigration illégale. Jérôme Cahuzac, embauché par un centre hospitalier en Guyane, mission d'1 mois à Camopi, une commune isolée en manque de médecins. Information de nos confrères de France Guyane. Gilles Simeoni à nouveau à Matignon sur l'avenir de la Corse. Le président du conseil exécutif s'est rendu au rendez-vous avec Édouard Philippe, tandis que Jean-Guy Talamoni, de son côté, avait boycotté cette réunion, dénonçant derechef le mépris du gouvernement et l'absence d'une négociation loyale. Gilles Simeoni est sorti en fin de journée de l'hôtel Matignon et à l'entendre, vous allez l'écouter, son collègue Talamoni a peut-être bien fait de rester en Corse. C'est quand même une situation aujourd'hui de crise, de blocage. Nous sommes à la fin d'un cycle qui a commencé en janvier dernier. Aujourd'hui, nous finissons ce cycle de 6 mois qui, pour nous, est totalement insuffisant, caractérisé par le refus de prendre en compte la dimension politique de la question corse, qui est caractérisé aussi par un texte qui certes reconnaît la spécificité de la Corse et l'inscrit dans la Constitution, mais n'organise pas de façon opérationnelle un pouvoir propre reconnu à la collectivité de Corse dans des domaines stratégiques comme la fiscalité, le foncier, la langue, le développement économique, donc un texte insuffisant. Et troisièmement, dans des questions comme par exemple les transports, les déchets, les infrastructures, la santé, pour l'instant le gouvernement n'a répondu à aucune de nos attentes et demandes. Donc un cycle globalement négatif. Reste à savoir s'il y aura la volonté à compter d'aujourd'hui de la part du gouvernement, du président de la République et de l'État de changer de cap et de prendre en compte ce qu'attend la Corse. Gilles Simeoni à sa sortie de Matignon au micro de Jean-Jacques Herry, puis un autre tacle au couple exécutif en Corse, celui de Christophe Castaner, qui estime que c'est à l'État et non à la collectivité corse de décider ou non de l'accueil de bateaux de migrants. Lynn Renaud a 90 ans. Ce lundi, Thierry Geffrotin a pris son téléphone et Thierry, au nom de nous tous, vous lui avez souhaité. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Elle est en pleine forme, bon pied, bon oeil, Lynn Renaud, et c'est avec joie, enthousiasme même, qu'elle parle de sa carrière, la chanson, le théâtre, le cinéma, les revues. Femme de cœur, engagée pour de nombreuses causes, le sida, le droit de mourir dans la dignité. Et comme elle est au téléphone avec un journaliste d'Europe 1, elle se souvient avoir fait un reportage sportif, et oui, pour notre rédaction, pour Europe 1 en 1965, un combat de boxe. À l'époque, elle vit aux États-Unis. Maurice Siegel, qui était un grand ami, il dirigeait Europe. Il avait des idées curieuses. Un de ses reporters sportifs est tombé malade en Amérique lors d'un match de boxe très important. Et Maurice me demande de commenter le match de boxe. Je dis, Maurice, je connais rien à la boxe. Rien. Il parlait comme ça, Maurice. Il me dit, démerde-toi. Bon, d'accord. J'ai commenté plus ou moins bien le match de boxe Cassius Clay, je ne sais plus quel autre. Oui, c'était le combat Cassius Clay, Floyd Patterson. Et vous avez retrouvé l'archive ? Eh oui. Cassius Clay, il avait l'air de jouer avec Patterson. Chaque fois que l'autre lui donnait un coup, il secouait la tête d'un air de dire « Pauvre idiot, tu m'as même pas touché ». 51 ans plus tard, Lynn Renaud est toujours une battante. Le secret, son secret, allez, elle nous le donne. Aimer la vie. Alors la vie me le rend. Eh bien justement, on va les conseiller, on va les écouter, ces conseils de Lynn Renaud. Merci Thierry Geffrotin, incroyable Lynn Renaud. Le foot, vous venez de le vivre sur Europe 1, c'est la Belgique qui s'est qualifiée face au Japon, 3-2, mais dans la douleur, les Belges affronteront les Brésiliens. Match prévu vendredi, juste après celui de la France face à l'Uruguay. Et puis Chris Froome participera bien au Tour de France, c'était d'abord non, mais le cycliste a été blanchi par l'UCI, l'Union cycliste internationale. Son contrôle suspect de l'auto
l'automne dernier ne pouvant être considéré comme positif. La météo, Christine Peña, dernière vigilance orange, le département du Rhône placé en alerte canicule et justement demain toujours de la chaleur. Effectivement, après ce week-end torride, nous perdons que très peu de degrés finalement, donc la chaleur sera toujours présente avec des températures proches de 30 degrés. Il fera 29 à Strasbourg et encore à Lille, 30 degrés à Paris, à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 33 à Carcassonne et Chambéry et encore 34 degrés pour demain après-midi à Lyon et Nîmes. Côté ciel, les nuages seront là, l'instabilité orageuse également, elle se mettra en place au nord de la Loire, sur la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et la Bourgogne avec des orages très isolés. Également en Auvergne-Rhône-Alpes en fin de journée et en soirée. Les orages les plus forts seront en montagne, au-dessus des Pyrénées, sur la partie centrale de la chaîne des Pyrénées, ainsi que sur les Alpes. Merci Christine Peña.